C'est avec un énorme plaisir que nous organisons ce pays tour exceptionnel en raison justement du contexte. Et si j'ai insisté pour qu'on reste là, c'est parce qu'il y avait beaucoup de manifestations d'intérêt par rapport à notre séance de cet après-midi. Et je me suis dit, si nous entrons dans la salle, peut-être qu'elle sera trop petite si les gens arrivent. Donc, mieux vaut qu'on reste là. Il faut venir, il faut venir. Les gens vont venir voir, c'est ça. Donc, Ousmane, merci encore de nous accueillir. Et merci à tous les panélistes et à notre public de qualité. Vraiment, je reconnais toutes les personnalités qui sont là, à commencer par notre grande sœur, le professeur Yoroyaï, général Babacar Gaye, qui nous soutient et nous envoie tout le temps. Monsieur l'ancien ministre Amadou Touré, monsieur le ministre, notre ami Nourou, monsieur Diallo du Fouta Diallo, et tous les amis qui sont là présents. Voilà, oui. Merci beaucoup. Merci à vous tous. C'est le professeur Boubacar Bali qui va présider cette séance. Moi, je suis là comme son assistant pour l'aider un peu pour participer à ses côtés. Sinon, nous avons des participants qui nous viennent ici et d'ailleurs. Et l'idée de ce panel nous est venue véritablement par notre frère et ami Pierre Sarr, qui a longtemps travaillé sur le sujet et qui a beaucoup réfléchi sur la question et travaille aussi à côté du professeur Boubacar Bari. N'oublions pas toute une réflexion en dehors de son ouvrage sur la Sénégambie. Il y a toute la réflexion qu'il a eu à mener dans le cadre de ce groupe sur l'intégration africaine qui était un très grand groupe, incluant les chercheurs des différents pays de la sous-région. Nous sommes aussi en présence de M. Mamadou Diallo, qui a fait sa thèse sur le sujet. Qu'il a soutenu à Fortaleza. Non, pas Fortaleza, à Porto Alegre, la grande ville qu'aimait beaucoup Samir Ali, où est parti le forum social, pratiquement, à côté de son ami Lula da Silva. Et nous terminons par nos deux discutants qui ont tous les deux la particularité d'être très impliqués à un degré ou à un autre à la réflexion, ils sont intégrés à la réflexion sur la CDR. D'abord, Ibrahim Atta, qui nous vient de soi, qui a toute une expérience dans les ONG internationales. Lui aussi travaille sur le sujet. Et Diabo, tout le monde sait pourquoi elle est là. Diabo, on sait pourquoi elle est là, parce qu'elle est celle qui dirige les femmes pour la paix dans la région et les respects. Donc, nous vous remercions tous. Sans plus tarder, je vais donner la parole au professeur Bari pour son mot d'introduction. Boubacar. Voilà. Tu l'as ici, le micro. C'est bon. Une fois que c'est Fernando qui passe la parole, je suis particulièrement ému et je ne pouvais pas vous inviter à participer à ce panel qui est non. Fernando. C'est pour ça que je suis là. Et je suis là aussi pour voir que l'on a participé à la création pour 2 années. Qui sont là. Et aussi, mon ami Pierre Sané, mon frère, mon frère, qui, comme par hasard, a été à mes côtés dans toute ma trajectoire sur l'étude d'intégration en Afrique. En particulier, le grand projet que nous avons commencé à faire sur l'État-nation face au système d'élection. On a fait l'objet de quelque 15 mobiles de manière française et j'en profite pour
redescendre à combien passer un bon qui a la création du dialogue au café. C'était très récent, un film pour réfléchir de façon permanente sur les défis de l'intégration régionale, parce que l'intégration régionale, c'est un processus continu. C'est comme la vie des nations, c'est comme la vie des États. C'est un processus continu et vous voyez bien l'histoire de l'Europe, comment ce problème d'intégration a été abordé, comment les différentes étapes ont été franchies pour arriver à l'euro, pour arriver à un certain nombre de la défense, système de défense commun. Et c'est ça qui fait l'intérêt de l'intégration. Et nous, en Afrique en particulier, notre histoire est liée à la décolonisation, c'est-à-dire à la lutte pour l'indépendance nationale, est passée en même temps que l'idée d'unité, parce que nos leaders de l'indépendance ont compris très tôt que sans union, ne pouvait pas assumer l'indépendance de tous les États africains. Ce qui a permis d'en arriver à cette situation. Donc, l'OUA et pratiquement l'indépendance africaine sont contemporains. Et c'est pour ça qu'à chacune des étapes de la construction de l'État-nation, malheureusement, il faut apporter les contre-coups qu'il y avait par rapport à l'intégration des États. Et je dois dire que je n'ai jamais eu autant d'appréhension que depuis que Penabo est venu chargé d'aborder ce sujet avec vous dans la conférence, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait une connexion directe entre les objectifs de l'intégration régionale, et en particulier ceux qui ont été mis en place par la CEDEAO, et les objectifs de développement pour donc, les deux sont liés. C'est pour ça que nous devons continuer à l'étudier. Je fais partie de cette génération qui a eu la chance de côtoyer les chefs d'Antagnon. Vous êtes bien vous. En fait, l'élite Ghana avec le point de pouvoir sur l'Union africaine et par conséquent de la CEDEAO. Mais nous sommes dans un monde en crise dans tous les domaines. Et c'est pour cela que nous devons trouver des solutions à ces crises qui touchent chacun de nos États, en particulier les 15 États de la CEDEAO, et qui ne peut trouver de solution que dans l'unité. Comment renforcer l'unité de la CEDEAO au moment où 3 États, ceux du Sahel, se détruisent et on va dire tout le dos à la CEDEAO. Comment sauver le bateau à un moment où, comment dirais-je, ces États quittent le navire. Je pense que c'est la question fondamentale qui sera certainement abordée par cette dernière et qui sera l'objet de discussion pour aborder. Mais toujours est-il que j'ai espoir que la citoyenneté acquise au niveau de la CEDEAO, par tous les citoyens, par tous les peuples, ne sera pas trahi, ne sera pas transgressé, parce que notre unité est une condition nécessaire et suffisante pour notre survie dans ce monde actuel qui est divisé en grands blocs et qui est en train de se partager les richesses de son monde. Souvent, il ne faut pas ce que l'on subit la fin du XIXe. Au moment où les pays européens se sont partagés
la planète se répète au XXIe siècle, au moment où nous avons tous les atouts pour pouvoir construire euh, un espace de paix, un espace de prospérité, un espace de justice. C'est pour cela que je suis venu pour vous écouter parce que ça fait des années déjà que je suis retiré de la recherche et en cours et je me réjouis que ceux qui, les jeunes, font des thèses actuellement au Brésil, sur l'Afrique, sur l'Ouest, et puissent prendre la relève pour pouvoir vous indiquer des chemins lumineux vers l'unité. Et je suis tantôt pour l'adepte de l'unité africaine. Et je pense que on plagier un peu Pierre Salé. Si on pouvait, si on pouvait constituer une équipe africaine, l'Afrique du Sud, au Maroc, avec les meilleurs de chacun de ces pays, je pense qu'aucune coupe le monde ne se ce champion. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Boubacar Barry. Notre professeur, moi et Rokhaya, c'est lui qui nous a appris comment faire un commentaire de texte. Ça, je ne l'oublierai jamais. Si nous sommes devenus des historiens, c'est un peu castagne. Et d'autres qui étaient au département. Et je le dis toujours, cette anecdote, je répète l'anecdote tout le temps, parce que quand j'étais au lycée Van Gogh, nous avions Madame Moncadel, notre professeure d'histoire et géographie en quatrième, et qui nous faisait le cours sur la Chine. Et pour elle, Mao était un grand bandit. C'était Chiang Kai-shek, le leader bien, le leader qui était conforme à la légalité, etc. Et c'est les grandes premières années quand Boubacar nous faisait donner le cours sur la Chine que j'ai compris bien cette histoire et j'ai changé radicalement d'opinion par rapport à Mao et à Chiang Kai-shek. Merci beaucoup, Boubacar. Maintenant, nous allons donner la parole à tout honneur, à tout seigneur, tout honneur, à Pierre Salé, ancien sous-directeur général de l'UNESCO. Lui, il tient beaucoup à cette réflexion et à ce rendez. Nous allons l'éviter, lui donner 20 à 25 minutes au maximum pour nous expliquer ce qu'il pense justement de cette CEDEAO, s'il faut la réformer, s'il faut la faire périr. En tout cas, pour reprendre un peu la conférence, la vision de Alunti qui est là. Pierre, nous donnons la parole sans plus tarder. Vous avez 25 minutes pour nous. Merci bien. Je suis persuadé que le Sénégal peut gagner la Coupe du Monde tout seul. Donc, on n'a pas besoin de réunir les joueurs de tous les pays d'Afrique. Nous avons la meilleure équipe en Afrique et certainement la meilleure équipe au monde. Alors, moi, j'ai deux questions à poser à l'Orient. Et j'espère que à la fin de cette conversation, nous pourrons avancer dans la recherche des réponses. Ma première question, faut-il dissoudre la CEDEAO? Faut-il dissoudre la CEDEAO? C'est-à-dire, faut-il mettre fin à la CEDEAO? Comme vous le savez, il y a des institutions qui ont été dissoutes dans le passé. L'OCAN, qui est l'Organisation commune africaine et malgache, quand on s'est rendu compte qu'elle ne peut plus remplir sa mission, a été dissoute. La CEAO, qui est l'ancêtre de la CEDEAO, qui était une excroissance de l'Organisation des pays de l'entente, a été dissoute pour être remplacée par la CEDEAO. La
Ligue des Nations, la nation qui a précédé les Nations Unies, a été également dissoute à la fin de la Première Guerre mondiale, juste avant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, une institution qui ne remplit plus sa mission, qui devient nocive, qui acte de manière illégale et qui acte à l'encontre des objectifs qui lui ont été assignés, il faut se poser la question, pourquoi est-ce qu'on va la garder? Est-ce qu'elle n'agit plus en fonction de la mission qui lui a été accordée? Donc, il est légitime de se poser la question, faut-il dissoudre la CEDEAO? La question subsidiaire, est-ce que le Sénégal tout seul ne peut pas dissoudre la CEDEAO? Est-ce que le Sénégal doit quitter la CEDEAO? D'autant plus qu'il y a d'autres alternatives, comme les pays de l'AES, nos voisins les plus proches, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Après tout, nous sommes des Sahéliens et notre premier client commercial en Afrique, c'est le Mali. On a construit des ports servir le Mali et on est en train de finaliser la construction d'un chemin de fer qui va faire Dakar, Tambacounda, Bamako et continuer éventuellement sur le Burkina et le Niger. Et dernier point, c'est que nous partageons la même vision souverainiste que ces pays-là. Donc, il est légitime de se poser la question de savoir si aujourd'hui, compte tenu de ce qui arrive à la CEDEAO, de ce qui est arrivé depuis quelques années, est-ce que c'est une organisation qui a atteint le bout du rouleau? Et dans ce cas, on doit, à défaut de la réformer, à défaut de la refonder, il faut considérer la possibilité de cette organisation pour travailler avec une autre organisation. Alors, je rappelle que la CEDEAO a été fondée en 1975 par le traité de Lagos et que, paradoxalement, ça a été fondé par deux putschistes. D'un côté, le général Gowon du Nigeria et de l'autre côté, le général Eyadema du Togo, qui était arrivé au pouvoir par un coup d'État. Il est donc paradoxal qu'aujourd'hui, quand il y a des dirigeants militaires qui arrivent au pouvoir, on leur exige de restaurer la démocratie et de respecter les droits humains, sans quoi ils sont suspendus en attente de restauration de l'ordre constitutionnel. Alors, que dit le traité de 1975? C'est fondé sur trois concepts. Mais par-dessus ces trois concepts, il y a un paradigme qui sous-tend ces trois concepts-là. Le paradigme, c'est que l'intégration régionale en Afrique de l'Ouest va se faire par le biais des marchés, pas de la production, mais des marchés. C'est-à-dire, on va vers un marché unique, on ouvre les frontières, il y a une libre circulation des marchandises. Et chacun peut vendre à son voisin ce qu'il produit. Malheureusement, la Côte d'Ivoire produit du café, le Ghana produit du café. Le Ghana produit du cacao, la Côte d'Ivoire produit du cacao. Donc, penser qu'on peut construire une intégration régionale sur la base d'États, l'économie est une économie agraire, où les économies sont compétitives, où c'est des économies extractives à qui on peut vendre les ressources qui sont dans nos sols, puisque nos voisins utilisent la même chose. Donc, une intégration par les marchés qui est l'idéologie libérale, que les marchés vont nous permettre de nous développer, et tout simplement une ouverture au reste du monde pour venir se servir, puisque nous n'avons rien à échanger. Lorsque on parle sérieusement d'intégration et qu'on pose l'intégration comme la condition du développement, la première étape, comme le rappelait Kwame Nkrumah, c'est la planification de l'industrialisation. Il ne peut pas y avoir de développement
sans industrialisation. Heureusement, maintenant, beaucoup d'États dans la région le comprennent, qui développent des plans d'industrialisation afin d'ajouter la valeur à notre agriculture, à nos industries extractives, pour pouvoir s'échanger des marchandises que l'on produit dans nos différents pays. Ensuite, la deuxième idée, le deuxième concept, c'est que pour qu'on puisse se développer, il faut qu'on ait une intégration parce que nos États sont trop petits. Je ne sais pas qui c'est qui a inventé cette assertion comme quoi un État qui est petit ne peut pas se développer. Nous avons des petits États, Singapour, Hong Kong, même la Corée du Sud, l'Uruguay en Amérique latine, la Suisse, le Luxembourg, etc. Le potentiel de développement ne dépend pas de la taille du pays. Mais nous, on dit, nos pays sont petits, donc on les met ensemble, et c'est ça qui va nous permettre de se développer. Or, nous avons dans notre région un État énorme, c'est le Nigeria, et ce sera certainement le dernier État à se développer en Afrique de l'Ouest. Donc, la taille des États est quelque chose qu'on annonce, mais qui n'est pas prouvé. Il n'y a aucune preuve que parce qu'on est un petit État, on va se développer. Et le troisième concept, au moment de la création de la CEDEAO, c'est que on aura une intégration dirigée par les institutions. Donc, vous avez le sommet des chefs d'État qui reçoit des rapports et des recommandations venant des conseils des ministres, conseil des ministres alimenté par le travail de la commission de Tokyo, commission de Abuja, qui utilise des consultants financés par la Banque mondiale et par l'Union européenne pour faire des propositions en ce qui concerne les politiques de l'Afrique de l'Ouest. Et bien sûr, accompagné des financements étrangers. Et qui dit financement étranger dit ingérence, ce que l'on voit, ce que l'on a vu depuis quelques années, comment la CEDEAO est manipulée, je ne sais pas si elle est manipulée, mais en tout cas a rejoint la France-Afrique. Donc, ça c'est en 1975. Le premier traité qui est sorti après la mise en place de la CEDEAO, c'est le traité sur la libre circulation des personnes et des biens. Malheureusement, ça n'a pas été suivi des faits. On n'a pas besoin de la CEDEAO pour mettre en place la libre circulation des personnes. Ça peut se faire au niveau bilatéral. Il n'y a aucune raison qu'on ait libre circulation des personnes jusqu'au Nigeria et que le Cameroun voisin, on a besoin de visa parce que le Cameroun ne fera partie de la CEDEAO. Deuxièmement, l'Union africaine, dans son plan 2063, a demandé à tous les États africains, pas seulement la CEDEAO, mais tous les États africains, d'aller vers la libre circulation et de permettre l'entrée sur leur territoire de tous les Africains sans visa. Donc, la libre circulation des personnes au niveau de la CEDEAO, premièrement, ce n'est pas une spécificité de la CEDEAO, donc on ne peut pas la promouvoir comme étant un acquis majeur. Et deuxièmement, on ne peut pas s'arrêter à la libre circulation, c'est-à-dire la liberté d'entrer, de travailler, de payer des impôts et ne pas obtenir la citoyenneté du pays. La différence entre le Ghana et la Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire, un jeune Burkinabé qui est né en Côte d'Ivoire, qui a grandi en Côte d'Ivoire, qui a 30 ans en Côte d'Ivoire, ne sera pas ivoirien. Tandis qu'au Ghana, le même Burkinabé
qui est né au Ghana ou qui a immigré au Ghana, au bout de 5, 6 ans, il obtient la nationalité ghanéenne. Et donc, il est normal que quand vous travaillez dans un pays, vous payez des impôts, que vous puissiez être représenté, que vous puissiez vous présenter, que vous puissiez obtenir sans difficulté la nationalité du pays. Sans quoi, vous avez les Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire depuis 1, 2 générations et qui continuent d'être étrangers. Et quand il y a des conflits en Côte d'Ivoire et qu'il faut chercher un commissaire, en général, le commissaire, c'est l'étranger. Donc, cette libre circulation, elle est incomplète, alors que c'est un traité qui date de près de 40 ans, mais qui ne sont pas allés au bout. Ce qui fait qu'ils n'ont pas pris en compte la nécessité de procéder à des démarches visant à l'intégration des citoyens de la CEDEAO dans leur pays d'accueil. Une fois qu'on est malien, qu'on vit au Sénégal, après certaines années, il faut que vous puissiez acquérir la nationalité sénégalaise pour être vraiment intégré dans la société sénégalaise, parce que vous serez un acteur civil. Pour le voter. Non, 5 minutes, c'est ce que j'ai utilisé. Oui, oui. Alors, la diplomatie, donc ce qui fait de la CEDEAO un club de chefs d'État, la charte de la CEDEAO commence par nous, les chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest. Créons la CEDEAO. La charte des Nations Unies dit nous, les peuples des Nations Unies, du monde, les peuples du monde. Voilà. Alors qu'ici en Afrique de l'Ouest, c'est nous, les chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest. C'est eux qui créent la CEDEAO. La CEDEAO, c'est leur chose. Bien que récemment, je crois que c'est en 2020, introduit une modification pour passer de la CEDEAO des États à la CEDEAO des peuples. Mais ça, c'est un slogan, parce que ça n'a entraîné aucune modification, aucune réforme visant à faire de la CEDEAO une CEDEAO des peuples. Même s'il y a une assemblée parlementaire, même s'il y a un tribunal de justice à la CEDEAO, même si la société civile est impliquée dans des représentations, il n'empêche que ça continue à être la CEDEAO des chefs d'État. Ensuite, ça c'est 1975. En 1993, il y a la révision du traité pour inclure la paix, la sécurité, la prévention et la résolution des conflits. Les conflits étant identifiés comme un obstacle au développement. Si on ne se développe pas, c'est parce qu'il n'y a pas de conflit. Donc, il faut résoudre les conflits. Alors que la question qu'il fallait poser, c'est est-ce qu'on a une trajectoire adéquate de développement qui fait que le mauvais développement, le manque de développement est à la source des conflits. Et donc, une fois qu'on identifie les conflits comme obstacle au développement, on cherche la cause. Et la cause du conflit, c'est quoi? C'est le manque de démocratie. Et forcément, quand vous identifiez le manque de démocratie, ça veut dire que vous jetez la pierre aux militaires. Mais on ne pose pas la question, programme d'ajustement structurel, qu'est-ce que ça a eu comme impact sur notre trajectoire de développement, la mauvaise gouvernance, les politiques économiques défectueuses et les ingérences extérieures. Voilà différentes raisons qui n'ont pas été identifiées comme étant les causes de manque de développement, mais on a identifié les conflits. Alors, après paix et sécurité, évidemment, il y a la charte sur la démocratie et les élections, qui est
en opposition à la souveraineté des États. On ne peut pas d'un côté dire les États sont souverains, c'est-à-dire c'est eux qui décident des arrangements politiques qu'ils vont faire dans leur État. Et deuxièmement, venir leur dire, non, le coup d'État, c'est pas bon, il faut absolument euh, retourner à l'ordre constitutionnel, même si cet ordre constitutionnel a été un obstacle au développement, même si cet ordre constitutionnel a été manipulé. Le coup d'État ne vient pas comme ça par hasard. Il y a des causes, et très souvent les causes, c'est dans la mauvaise gouvernance, mais on s'intéresse aux symptômes et pas nécessairement la, la cause. Et donc, ces injonctions de démocratie sont accompagnées grâce à l'ingérence extérieure, grâce à la France, de tentatives d'innexion. Il y a même eu des menaces d'envahir et de faire la guerre au Niger, des tentatives de, de pas des tentatives, des sanctions infligées aux États tels que le Mali, etc. Sanctions qui ont été déclarées illégales hier par le tribunal, par la Cour de justice de l'UEMOA. Donc, c'est une première illégalité parce que l'UEMOA dit la décision a été prise à Accra, qui ne fait pas partie de l'UEMOA, donc la décision des chefs d'État est illégale. Et deuxièmement, comment est-ce qu'on peut, dans un régime libéral, donner des injonctions et des ordres aux banques centrales? Ça, c'est contraire au dogme du néolibéralisme. Les banques centrales sont censées être indépendantes. Vous avez une organisation, la CEDEAO, qui n'a rien à voir avec les banques centrales de l'UEMOA et qui donne instruction à ces banques de geler les avoirs des pays comme le Mali ou comme le Niger et de les mettre sous embargo, sans compter les menaces d'invasion qui auraient été illégales, parce que ça, c'est du domaine du Conseil de sécurité. Vous ne pouvez pas attaquer notre État sur la base qu'il n'y a pas de démocratie. Vous ne pouvez pas attaquer un autre État sur la base qu'ils n'ont pas organisé des élections. Attaquer un pays, c'est sur la base de l'autodéfense ou si c'est autorisé par le Conseil de sécurité pour exercer la responsabilité de protéger. Parce que les droits humains sont sérieusement menacés. Alors, wow. Oui, ok. Donc, l'autre erreur commise par la CEDEAO, c'est que les États vont automatiquement mettre en œuvre toutes les décisions qui viennent des chefs d'État. Or, ça, ce n'est pas le cas. Il y a certains États qui pensent que les décisions leur conviennent et qu'ils les mettent en œuvre. Il y a d'autres qui n'ont pas les moyens de le faire. Et il y a d'autres qui estiment que ce n'est pas dans leur intérêt. Il y a 15 États dans le CEDEAO, enfin, maintenant il y en a 12. Le Cap-Vert, ce n'est pas le Nigeria. La Gambie, ce n'est pas le Mali. La Sierra Leone, ce n'est pas le Ghana. Donc, si on ne tient pas compte des circonstances particulières dans chaque État, il est difficile d'avoir une décision qui serait mise en œuvre uniformément dans les 15 États. En fait, toute refondation de la CEDEAO doit partir du bas, c'est-à-dire État par État, identifier les défis que pose l'intégration régionale au développement et à la souveraineté du pays et développer dans chaque pays un plan d'intégration régionale serait ensuite synthétisé par la CEDEAO. Bon,
Comme je dois terminer, juste quelques recommandations qui ont été faites au fil des années. J'ai travaillé au CRDI pendant 15 ans. Dès 1977, ça fait 2 ans avant la naissance de la CDAO, je me suis rapproché de la CDAO parce que mon souci, c'était quelle articulation y a-t-il entre l'intégration régionale et la recherche? Parce que pour moi, la CDAO, avant tout, doit d'abord être un think tank, un centre de réflexion pour que le centre de toute famille et politique. Donc, on a insisté sur la nécessité d'une articulation entre la recherche et la formulation des politiques publiques pour l'intégration régionale, ce qui nous a amené plus tard dans le projet UNESCO, j'ai soutenu Boubacar Bari, à la création d'un institut au Cap-Vert, en Afrique de l'Ouest, un institut de recherche sur l'intégration régionale pour la CELEN. Donc ça, c'est la première chose en termes de recommandation pour la CNO. Deuxièmement, la décentralisation de la commission. Le SADC fonctionne mieux que la CEDEAO, quoi qu'on dise. Mais au SADC, ce qu'ils font, c'est que l'exécution des décisions est confiée à un des États. Par exemple, si on prenait le cas de la CEDEAO, ça veut dire l'éducation pourrait être confiée au Sénégal, l'agriculture pourrait être confiée à la Côte d'Ivoire, l'industrialisation pourrait être confiée au Nigeria, etc. Et il leur appartiendrait de procéder à la coordination des différentes politiques sous leur responsabilité en tant qu'État. Sans quoi les États se sentent dépossédés. Donc, une décentralisation de la commission. Et ensuite, toute refondation doit viser à focaliser la mission. La CEDEAO a trop de missions dans son agenda. Paix, sécurité, démocratie, harmonisation des politiques, maintenant industrialisation, etc., etc. Et les États ne paient pas. Donc, ils sont obligés de se tourner vers les bailleurs de fonds, l'Union européenne, l'USAID, les Américains, et ils ne donnent pas pour rien. Ils donnent pour avoir un espace d'influence, et ce qui a fait que la CEDEAO a été infiltrée par la France-Afrique. Donc, ce qu'il faudrait, c'est une assurance qui devrait être dans la constitution de la CEDEAO, que la CEDEAO n'acceptera aucune contribution venant d'États qui ne sont pas membres de la CEDEAO. Il vaut mieux travailler avec moins et faire honnêtement ce que l'on veut que d'accepter de l'argent et se faire les soldats d'aventure de la France. Merci. Merci. Okay. On reviendra au moment des débats. D'accord? Merci beaucoup, très rapidement, Pierre. Merci beaucoup. Il a commencé par des questions très graves. Je crois qu'on écoutera tout à l'heure les autres intervenants, mais aussi dans le public. Il y a des personnalités qui ont travaillé au sein de la CEDEAO. Je vois Adrien ici, Adrien Diop. Ndongo a beaucoup aussi travaillé au sein de la société civile. Le général Matar. Donc, nous avons vraiment un public aussi contribuera parce que les questions que vous posez sont des questions importantes et les recommandations. Maintenant, nous allons passer la parole à M. Mamadou Baye, deuxième intervenant, qui va nous parler justement à partir de sa thèse, de sa réflexion sur l'intégration africaine. Merci beaucoup. Vous avez
On va diminuer, on va prendre 5 minutes debout, donc 15 minutes. Ok, bonsoir à tous et à toutes. Premièrement, remercier pour l'invitation. C'est une opportunité aussi de remercier principalement Sir Boubacar Bari parce que ma thèse, elle a été possible d'être réalisée à partir d'un soutien fondamental de M. Boubacar Bari. J'ai été dans sa propre maison pour faire mes recherches. Donc, c'est une occasion que je profite pour remercier. Et là, ma proposition aujourd'hui, non seulement de revenir sur la thèse, mais c'est on peut aussi apporter une réflexion à partir de l'expérience que j'ai vécue pendant ces 10 dernières années dans l'Université de l'intégration latino-américaine qui se trouve au sud du Brésil entre le Brésil, le Paraguay et l'Argentine, et une université qui est pensée effectivement pour l'intégration latino-américaine. Donc, premièrement, je pense qu'au niveau de la thèse, ce que j'avais cherché à faire, c'est de comprendre que sont les effets de l'intégration ou des structures d'intégration régionale ouest-africaine sur la société, sur la population. Par exemple, on a parlé de libre circulation. Comment moi, Mamadou Alpha Diallo, qui a une carte d'identité de la CEDEAO, quelles sont les possibilités de voyager au niveau des pays de la CEDEAO? Et là, j'avais eu l'opportunité de faire ce qu'ils appelaient à l'époque. On m'a permis de faire un voyage au niveau de certains pays de la CEDEAO ici, en utilisant la carte d'identité. Donc, ça, je pense que quand on pense à l'intégration, effectivement, il faut penser comment cette intégration, quels sont les effets que cette intégration a sur la population. Donc, et là, les observations que j'avais faites à l'époque, c'est que ça n'a pratiquement pas d'effet. Parce que si j'ai ma carte d'identité de la CEDEAO à partir du Sénégal, en traversant la Gambie, aujourd'hui on ne paye pas, mais si on passe en Guinée-Bissau, il suffit d'être sénégalais pour commencer à payer à cette barrière. Donc cela signifie qu'on on ne prend pas en considération les effets de l'Union, de l'intégration régionale ouest-africaine. Et récemment, ce n'est que le samedi passé que je suis revenu de la Guinée-Conakry. Et là, une fois à la frontière, il ne suffit pas d'avoir, si tu n'as pas de carte d'identité, certains même déclarent de ne pas avoir d'identité parce que là, quelquefois, tu payes moins, dépendant de l'agent que vous rencontrez. Mais moi, j'ai présenté ma carte d'identité sénégalaise de la CEDEAO sur tous les postes de police, de douane. À chaque fois, c'est 20 000, 30 000, 20 000, 30 000, jusqu'à arriver à la paix. Donc, je me dis que là, il y a un problème parce que quand on pense l'intégration, normalement, ce n'est pas pour les États, ce n'est pas pour les chefs de l'État. Les chefs de l'État n'ont pas de problème de déplacement. Les chefs de l'État peuvent aller dans tous les pays de l'Afrique ou du monde. Mais la société, moi, comme civil, c'est un problème. Donc là, je me suis dit que un des défis de l'intégration, c'est vraiment travailler pour que cette intégration ait un effet sur la société. Et comment le faire? Je crois que là, il faudrait penser principalement une refondation profonde, non seulement des structures de l'intégration organisationnelle, mais aussi la conscience, la formation sociale. Je pense que c'est là que l'intégration latino-américaine est intéressante. Moi, j'ai ma carte d'identité brésilienne parce que je me suis naturalisé, mais en Amérique latine, je n'ai pas besoin de passeport. Je voyage dans tous les pays de l'Amérique latine j'ai les mêmes droits que tous les autres. Si je vais en Argentine, j'ai les mêmes droits que les Argentins. Au Brésil, à partir du moment que vous êtes étudiant,
Moi, je suis là, je suis au Brésil depuis 2001 et après avoir fait toute ma formation au Brésil, pour faire un concours, tu n'as pas besoin d'avoir une nationalité, d'avoir un visa de travail, mais tu as besoin d'avoir la connaissance et de participer à un concours, s'inscrire et participer comme tous les autres. Et si tu passes, automatiquement tu as le visa de travail. Donc je pense que ça, c'est des questions qui sont importantes pour l'Afrique. Mais au-delà de cette question brésilienne, je pense que l'intégration, quand on pense à partir de l'Amérique latine, on voit par exemple notre université, quand elle a été créée en 2010, c'est pour effectivement pousser l'intégration latino-américaine. Et dans la formation de l'université, dans la mission de l'université, il y a l'intégration régionale. Et comment le faire? Je pense que là aussi, c'est un point important que je considère. Il faut revenir aux sources, à l'Afrique. Quand on pense à l'Afrique, nous sommes le berceau de l'humanité. Nous sommes le berceau des civilisations. Nous sommes le berceau de la globalisation et aussi de l'intégration régionale. On a tendance à minimiser certainement les flux ou les déplacements que nos ancêtres faisaient au niveau de la région, au niveau de l'Empire du Mali, ou au niveau des autres empires. Mais cela, si on regarde de près, on voit les signes ou des points d'intégration. Et cette facilité que les Belges avaient de se déplacer d'un pays à l'autre ou d'une région à l'autre, c'est déjà une intégration. Donc, moi, dans ma tête, j'avais défendu que nous sommes pionniers dans l'intégration régionale. C'est pas l'Europe. C'est l'Afrique occidentale et l'Afrique en général qui est pionnier sur l'intégration régionale. Mais il se passe que, du point de vue social, on n'a pas créé des structures de formation qui permettent aux jeunes citoyens de penser et de vivre l'intégration. C'est ce que l'Université d'intégration latino-américaine fait. Dans cette université, aujourd'hui, vraiment, quand elle a été créée, 50% des étudiants, c'est des Brésiliens, mais les autres 50% doivent être des Latino-Américains. 50% du personnel, c'est des Brésiliens, les autres doivent être des Latino-Américains. Ainsi que tous les fonctionnaires qui vont travailler dans l'université. À part ça, sur le propre curriculum de l'université, il y a ce qu'ils appellent Fondamento de América Latina, 1, 2, 3, qui permet de penser l'Amérique latine, d'enseigner aux jeunes étudiants l'histoire de l'Amérique latine et la conscientisation de ces jeunes sur l'importance de l'intégration. Et ça a un effet immédiat presque. Le fait de mettre 30 nationalités dans la même salle de classe et travailler en bilingue, on parle l'espagnol et le portugais, c'est déjà une intégration régionale. Et là, on parvient à faire ou à diminuer les préjugés qui existent entre nationalités. Ici, en Afrique occidentale ou en Afrique en général, on a ces préjugés entre nous. Le Sénégalais, l'Ivoirien, quand il va en Guinée, on a des préjugés. Ces préjugés parce qu'on ne vit pas ensemble. Si on vit dans la même salle de classe, on s'aperçoit rapidement que nous sommes les mêmes et nous avons les mêmes problèmes. Nous avons des cultures différentes, certainement, mais nous avons aussi les mêmes préoccupations. C'est pourquoi je considère que les problèmes ou les opportunités que nous avons pour l'intégration, principalement en ce moment où on a des mouvements ou des changements politiques au niveau de la région de l'Afrique occidentale, je ne dis même pas des pays où il y a eu des coups d'État, mais notre Sénégal, où on a vu, à partir de la démocratie,
un mouvement de jeunes ou de citoyens qui est remarquable du point de vue de la démocratie même, pourquoi ne pas profiter de cette mouvance pour penser l'intégration au niveau de l'enseignement, par exemple? Donc, je crois que l'enseignement doit être un élément de base pour penser l'intégration et sortir un peu sur les structures qui forcent les organisations régionales à penser à partir des chefs de l'État ou à partir du politique. Je crois qu'il faut partir de la base de la société pour penser l'intégration. Et cela doit passer nécessairement par l'éducation. Et là, après, je pense qu'on aura le temps de discuter, mais l'expérience latino-américaine, je pense qu'elle est très nécessaire pour l'Afrique occidentale. D'ailleurs, nous avons publié un texte en 2025 en regardant à partir des données de l'université latino-américaine et comment cette expérience pourrait bénéficier l'Afrique sur l'intégration régionale. Donc, c'est pourquoi moi je pense que les universités où l'enseignement doit être pris en compte dans l'intégration régionale. On a beaucoup d'opportunités, ou on a eu beaucoup d'opportunités, mais chaque fois on commence et on s'arrête sans beaucoup avancer. Bon, Merci. sinon, pour terminer, juste m'excuser parce que moi je ne parle plus français, je ne parle portugais, mais je vous remercie. Je volis en portugais. Très bien compris, on a très bien compris. Maintenant, c'est à l'ultime, mais vous posez un problème extrêmement important qui est un débat aujourd'hui ici dans la sous-région, c'est la citoyenneté au sein de la CEDEAO. Et comment, justement, construire cette CEDEAO des peuples et revenir à ce que disait Pierre tout à l'heure, ne plus commencer la charte de la CEDEAO par nous, chers déjà, mais par nous, les peuples. Et vous posez vraiment un problème important. Maintenant, nous donnons la parole au grand Manitou. Merci beaucoup. Changer au péril. Changer au péril, oui. Bon, moi, je vais essayer quand même un peu d'essayer de répondre à la provocation de notre ami. Politique. Moi, je pense que la question ne se pose pas. Arrivé à un moment, il y aura autant de solutions, comme dans les autres cas. C'est comme ça que je pense la chose. Mais aussi, je voudrais revenir sur une expérience très concrète, parce que moi, j'ai été expert indépendant des Nations Unies pendant 5 ans, régulièrement au Mali. Et à un moment, effectivement, mon ami Pierre et une délégation étaient venus soutenir Assimi Goïta. Parce que derrière la question, il y a ça. Maintenant, pour revenir concrètement, je voudrais poser deux formes de basculement qui pourraient expliquer en partie ce qui nous est arrivé. D'abord, le basculement géopolitique. Dans mon expérience concrète, quand il y a eu l'aménagement qui a échoué, dans la sécurité, il y avait 15 000 militaires placés. Je me rappelle quand j'ai dit ça aux Français, j'étais invité en 2020, tout le monde était suspect, on ne m'a pas pris au sérieux. Parce qu'il y avait 15 000 militaires français, il y a toute la logistique, c'est énorme l'aménagement. Et en réalité, on assistait tout le temps à la détérioration de la situation sécuritaire au Mali. Ça veut dire qu'il y avait une incapacité réelle pour les troupes de l'aménagement, soutenues pratiquement par tout l'Occident, de supporter, de régler la question de la sécurité, la question des droits humains. Et de mon point de vue, c'est à partir de ce moment où il faut situer le déclin de l'Europe en tant que puissance. Parce que l'Europe s'est cassé la figure d'abord au Sahel. C'est important le Sahel, parce que c'est important le basculement géopolitique parce qu'il y a deux choses
faudrait souligner qui permettrait d'expliquer ce qui est arrivé au Mali. C'est-à-dire que les coups par le G5 Sahel, qui a suscité beaucoup de controverses, et que la CEDEAO n'avait pas accepté, parce qu'il y avait les représentants de la CEDEAO au Mali, mais quand on parlait de G5 Sahel, il y avait une prise du G5 Sahel vraiment par la France. Ça, il faut quand même reconnaître ça. Et certains États qui avaient été exclus. Et en réalité, c'est peut-être la naissance de premier coup qualif à l'unité de la CEDEAO. Et beaucoup de membres de la CEDEAO avaient compris cela. Deux, c'est les sanctions contre le Mali. L'histoire des sanctions, ce qui s'est passé à l'Assemblée aujourd'hui des chefs d'État et de gouvernement. D'après, effectivement, les comptes rendus que j'ai eus des autorités maliennes. Le président de la CEDEAO à l'époque, c'était qui? Alassane Ouattara. Et dans sa présentation des choses, il a dit, j'ai eu Macron au téléphone. Oui. Et toute la délégation malienne était là. Je parle de géopolitique. C'est important. Hein? Et ce qui pourrait expliquer peut-être le rejet systématique. Il n'y a pas que ça, il y a la démobilisation des Maliens au nord Mali. Et parmi les gens qui étaient démobilisés, il y avait Assimi Goïta. Hein? Parce que tous c'est des détails, mais c'est des détails extrêmement importants, auxquels il faut ajouter peut-être, et ça c'est les historiens, hein, ils reviennent tout le temps sur la question de la souveraineté. Ça veut dire le processus historique, si vous voulez, de construction des territoires. Il y a les territoires sur la question de la souveraineté, par de Westphalie. Westphalie, les territoires et les frontières n'étaient même pas fixées en Europe, c'est à partir du traité de Westphalie. Et on a reproduit notre territoire sur la base des traités de Westphalie sans tenir compte de ce qui existait les communautés. Et en réalité, quand on regarde les communautés, ce sont les communautés qui sont en déshérence. Donc, la question de fond, c'est que si la CEDEAO ne construit pas sa propre géopolitique, ou l'Afrique ne construit pas sa propre géopolitique, elle va continuer à être objet et sujet de géopolitique. Et c'est ça à quoi on assiste jusqu'à l'heure actuelle. Parce qu'il y a énormément enjeux géostratégiques au Sahel. Ça l'est. Parce que toutes les forces impériales doivent être au Sahel. Enjeux concernant les ressources. Vous avez toutes les ressources stratégiques aujourd'hui au Sahel. Ça soit l'or, le lithium, l'uranium, vous avez tout. Et aujourd'hui, vous avez une compétition carrément ouverte par rapport à ces ressources et par rapport à la question stratégique. Je vais tout simplement donner deux exemples très concrets. Quand Trump a bombardé le Nigeria, c'est important. Les Nigérians s'entendent que, bon, ils n'ont pas la force de faire face, ils ont accepté. Qu'est-ce qu'ils ont dit après? On veut avoir un partenariat sécuritaire avec les États-Unis. Donc, ils ont dit, nos armées ont collaboré avec les États-Unis. C'est un exemple. Il y en a un autre que j'ai vu aujourd'hui. Le représentant de Trump est allé voir Abdoulaye Diop, qui est le ministre des Affaires étrangères. Vous posez quelle question? Les Maliens veulent un partenariat sécuritaire avec les États-Unis. Quelle est la réponse de Trump? Demandez aux Russes de partir et nous on vient. Voilà les questions géopolitiques concrètes qui ont entraîné et la compétition des puissances impériales qui ont entraîné vraiment, si vous voulez, cette déflagration qui fait qu'on est coupé en deux. La CEDEAO a été coupée en deux. Et les autres, pour conserver le pouvoir, bien sûr, c'est les militaires. Ce qu'il faut observer aussi, c'est les pays qui sont confrontés à des défis sécuritaires énormes où il y a eu les coups d'État.
le Mali, c'est le Niger, c'est le Burkina Faso. Et le problème, c'est cela, mais en même temps, le problème, c'est de rester au pouvoir. Pour rester au pouvoir, qu'est-ce qu'il faut? C'est les dictatures qui instaurent. L'autre problème, et c'est là, effectivement, où la deuxième bascule, c'est la bascule technologique. La plupart d'entre nous, nous ne sommes pas dans les réseaux sociaux. Moi, je suis dedans. C'est ce que je reproche d'ailleurs à nos universitaires. Ils vont là-bas, les chassent, et puis ils partent. Et c'est sur la base, effectivement, du numérique, des réseaux sociaux, dans une guerre informationnelle, ça continue d'ailleurs. Si vous voulez voir la guerre informationnelle, il faut aller dans les réseaux sociaux, voir ce que l'AES dit de la CEDEAO et les gens qui donnent des réponses. Et d'ailleurs, les gens de l'AES sont beaucoup plus agressifs. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant cette guerre, ce qu'on appelle les nouvelles guerres, les guerres hybrides, qui ne sont pas détectables? Si la CEDEAO n'a pas la jeunesse appropriée pour faire cette guerre, mais écoute, elle réagit, et quand elle réagit, c'est trop tard. Les femmes ne savent pas comment réagir. C'est ça qui est arrivé. Et bon, la Russie avec Wagner, c'est pas seulement, si vous voulez, des militaires, hein, c'est également, comme on dit, un instrument de communication. La guerre, ça commence par la communication. Et ils ont formé des organisations de la société civile qui se disent aujourd'hui panafricanistes, souverainistes. Mais effectivement, quand les choses éclatent, quand ça arrive, qu'est-ce qu'on voit? C'est les jeunes qu'on voit. Ça, c'est un. Et de deux, avec un drapeau. Ça aussi, ça veut dire que si nous ne contrôlons pas, ça veut dire que nous ne prenons pas en charge ce qui se passe au niveau dans le numérique et puis dans les technologies cognitives, je pense que demain, il faut nous arriver des choses que nous ne pouvons pas contrôler. Ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est que l'Union européenne aujourd'hui est en train d'enquêter sur X. Pour le dire, vous êtes en train de biaiser les algorithmes. Parce que ces instruments nouveaux. Et puis, je dirais sur le plan géopolitique, il y a la CEDEAO, il y a à la fois dans le basculement géopolitique actuel, on nous annonce l'affaire imminente des Nations Unies. Ça veut dire qu'il y a une impuissance des Nations Unies, une impuissance de toutes les organisations régionales. Donc, il me semble que sur la question géopolitique, c'est ça. Il y a les questions institutionnelles. C'est vrai, avec conflit d'intérêts. On a une commission. Nous pensons que sur la question du changement, la refondation de la commission, la CEDEAO est indispensable. C'est indispensable et ça doit se faire sur la base d'une discussion inclusive, en intégrant la société civile, les jeunes. Je reviens encore une fois, hein, notre force au niveau de la CEDEAO, c'est à la fois la jeunesse, mais notre faiblesse peut venir aussi de la jeunesse. Et de plus en plus, si on ne fait pas attention, il va y avoir une coupure de génération, un conflit de génération. Tu vois au Sénégal, c'est très manifeste. Et ça aussi, c'est sur la base, bien entendu, des nouvelles communications. Deux, renforcer la commission, la CEDEAO, pour qu'elle gagne beaucoup plus d'autonomie, qu'elle gagne plus d'autorité, et qu'effectivement, ces décisions puissent être exécutées. De deux, nous pensons que nous ne pouvons pas continuer à avoir des députés de la CEDEAO, des parlementaires, qui sont nommés un peu comme on nomme les préfets, par quota. Je pense que pour avoir une CEDEAO de peuple, il faut que les députés soient élus. Je pense que ça, c'est extrêmement important. Et puis, je suis d'accord sur une chose, pour dissoudre, ça veut dire qu'aujourd'hui, on est dans une situation, si vous voulez, on est en train d'avoir deux faiblesses, AES, CEDEAO, ferme, et puis avec les attaques des forces impériales. Donc, nous avons besoin aujourd'hui peut-être de refonder, de penser à une auto
Autodissolution. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Il a rajouté à la complexité développée depuis tout à l'heure. Ce sont les questions géostratégiques qui risquent justement de nous amener, comme il l'a si bien dit, à la dissolution si jamais on va vers la dissolution. Donc nous devons tous être très conscients des enjeux que nous sommes en train de vivre. Je suis pressée d'écouter aussi tous les spécialistes qui sont ici présents. À l'époque, quand j'entendais Françoise parler, s'exprimer en tant que ministre de la Défense en France, ou Jean Le Drian, je me disais, malgré sa présence aussi longue dans notre sous-région, on dirait que les Français ne connaissent pas bien le Bambara. Il ne reculera. Il préférera mourir plutôt que de reculer. Et je crois que ça s'est joué sur la dimension psychologique à l'époque. Et malheureusement, comme tout ce qui s'est passé au Mali, y compris quand Ibrahim Boubacar Keïta était au pouvoir, c'est l'absence de discussion et de créer les conditions d'un consensus à un moment donné, ce qui a précipité, à mon avis, la fin, justement, des Québécois et la situation, la dégradation de la situation. Donc, je crois que la dimension psychologique est extrêmement importante. Maintenant, nous avons écouté nos trois intervenants. Je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit, vous l'avez entendu. Nous allons peut-être vous donner 10 à 15 minutes chacun pour intervenir. D'abord, nous donnons à Ibrahima, ensuite on terminera par la présidente de l'Expreco pour faire leurs commentaires et on va ouvrir le débat, écouter nos spécialistes qui sont aussi dans le public pour avancer dans le débat. Merci, Ibrahima. Si le président ne veut pas prendre la parole, peut-être au moment à la fin, d'accord. Merci, Penda. Merci, Pierre. Merci, Mamadou, pour vos présentations. Je pense qu'après avoir écouté ces présentations, il est toujours nécessaire de revenir sur l'histoire. Pour bien comprendre ce que c'est que la CEDEAO, je pense qu'il est important pas de refaire l'histoire, mais de parler de l'histoire de l'institution. Cette institution est née parce qu'une puissance française, une puissance occidentale, la France, voulait détruire le Nigeria pour faire en sorte que l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique de l'Est, son empire, son ancien empire, demeurent sous sa botte. La guerre de Biafra, qui a été la raison principale de cette tentative, a échoué. Et quand cette guerre a échoué, le Nigeria, en tout cas, l'intelligentsia, les militaires nigérians et autres ont compris que pour exister en Afrique de l'Ouest, il leur fallait se réconcilier avec le pays franc. Parce que le Nigeria est entouré par le pays francophone. C'est pour cela que Yakubu Gowon est allé voir un francophone qui n'a jamais, d'un pays qui n'a jamais été une colonie française. Le Togo n'a jamais été une colonie française. C'était un protectorat à la fin de la Première Guerre, parce que c'était une colonie allemande qui a été mise sous le protectorat de la France, pour discuter des voies et moyens de créer une institution dans laquelle l'Afrique de l'Ouest va se retrouver. Parce qu'il ne faut pas oublier la géographie et la démographie, ce sont des destins. Et l'Afrique de l'Ouest, dans ce cas précis, est un destin lui-même, en ce sens-là. D'abord, vous ne pouvez pas voir un seul pays de la région qui n'avait pas une communauté qui appartient à vos pays. Du Nigeria jusqu'au Sénégal, vous avez des peuples. Vous avez des Mandingues, vous avez des Hausa. Vous avez, c'est l'une des régions, du point de vue démocratique, la plus cohérente en Afrique. Ça explique le besoin d'unité. Et en plus, si on convoque l'histoire, les historiens sont là pour moi, l'Empire du Mali, l'Empire Songhai ont été des empires
qui ont réglé la question de la gestion de la diversité dans une société, qui ont travaillé à la gestion de la diversité dans une société. Donc, ce que le Nigeria et les autres faisaient à l'époque pour réunir les autres, ce n'était rien d'autre que de reprendre le flambeau qui a été pendant des siècles l'œuvre de nos des dirigeants de cette région-là. Donc, ce n'est pas un hasard. Et ce n'est pas aussi facilement qu'on va pouvoir détruire cette institution. La géographie, Ayun en a abordé un certain nombre d'exemples. Il faut regarder cette région. Vous savez que d'un point de vue géographique, c'est une région qui doit s'unir pour pouvoir se protéger, qui doit s'unir pour pouvoir gérer ses propres problèmes. Le Nigeria et le Togo, avec les autres États, se sont retrouvés pour créer. Tout à l'heure, Pierre disait que c'est la CEDEAO qui a donné la CEDEAO. Non, pas ça. La CEDEAO a été créée par les Français en 1973 pour contrecarrer le projet de CEDEAO en 1975. Donc, les Français ont tout fait. Un président africain, président Jori Amani, a perdu le pouvoir parce qu'il soutenait le projet de la CEDEAO contre la France. Donc, l'implication des puissances étrangères, c'est-à-dire le travail que les puissances étrangères ont fait pour détruire toute tentative d'unité de notre continent, on doit en prendre compte pour comprendre les enjeux. Alors, pour en donner 15 minutes, je ne peux pas aller trop loin sur ces questions, mais la CEDEAO célèbre cette année, a célébré l'année dernière ses 50 ans. Pendant 50 ans, peut-être, on n'a pas fait de merveilles, mais on a quand même posé un certain nombre d'actes qui sont aujourd'hui, qui doivent être reconnus et qui doivent nous aider à penser le futur de cette organisation. La première chose, c'est la première organisation au monde qui a créé le concept de citoyenneté régionale en 1982. Le concept de citoyenneté que les Européens ont repris en 1992, on l'a connu 10 ans auparavant. Peut-être que eux, ils l'ont connu beaucoup plus concret. Mais nous, on l'avait créé, et on l'avait créé dans le but de faire en sorte qu'il y ait une meilleure circulation des personnes et des biens. Et c'est cette idée de 82 qui a d'ailleurs été un travail de 3 pays de la région, le Sénégal, le Nigeria et le Cap-Vert, qui ont développé cette idée de citoyenneté. C'est grâce à cette idée de citoyenneté qu'on a aujourd'hui, depuis 2014, la carte d'identité biométrique CEDEAO. Beaucoup de questions que vous avez dites, Mamadou, concernant le travail et tout ça dans les pays. La carte d'identité de CEDEAO l'a réglé. Maintenant, comment on l'applique dans les États, ça c'est un autre problème. Elle a même aboli l'idée de visa dans aucun des pays de la sous-région. Un visa entre les États depuis 2014. Donc ça c'est une avancée. La CEDEAO a créé, a inventé le meilleur mécanisme en Afrique de financement qu'une institution régionale, en essayant de prendre, d'imposer des taxes à l'importation et à l'exportation de certains produits. Lui a essayé de nous le faire. Et la CEDEAO, qui est ton information, finance à plus de 80% son budget. Seul 20% de son budget vient d'aide venant de l'Allemagne ou de l'Union européenne. Elle n'est pas comme l'Union africaine, qui a 80% de son budget qui est financé de l'extérieur. Ça, ce sont des avancées d'une organisation, malgré le fait qu'elle fonctionne avec des béquilles, mais ce sont des avancées. Et le dernier point que je soulignerai, et ça, un peu partout, c'est la seule région en Afrique où 90% des mouvements de population se font à l'intérieur de la région. La CEDEAO, dans la région CEDEAO, et ça vous dit sur la libre circulation. Il y a peut-être des problèmes avec les policiers, gendarmes véreux et autres, mais la libre circulation est une réalité dans la région. 90% des Ouest-Africains qui voyagent en Afrique de l'Ouest. Et tout ça, on veut parce qu'il y a un certain nombre de problèmes. Kalim l'a dit tout à l'heure, une organisation internationale ne connaît pas de problème. Aucune. Même l'Union européenne aujourd'hui fait face à une crise existentielle. Alors que c'était une organisation qui avait dépassé les autres en développant un système d'intégration
que personne n'a connu. Donc, ça veut dire que les institutions, à la différence des satellites, ont une trajectoire qui dépend de beaucoup de facteurs. Les hommes qui les dirigent, les contextes dans lesquels ces organisations évoluent et autre chose. Donc, c'est important de garder à l'esprit. Moi, le dernier point que je soulignerais pour parler de ces questions, c'est que on est à la croisée des chemins, la CEDEAO. Il nous faut repenser cette organisation, mais en nous appuyant sur les citoyens. Et comment s'appuyer sur les citoyens? Mais c'est vraiment repenser la relation que les individus au sein de la communauté ont avec leur communauté en tant que telle. C'est le chaînon manquant. Actuellement, vous avez une institution qui est censée représenter les citoyens, qui est le Parlement de la CEDEAO. Mais le Parlement de la CEDEAO sont recrutés à l'intérieur de nos parlements qui sont illégitimes par essence. Deuxième chose, la société civile qui joue quand même depuis au moins une trentaine d'années un rôle important dans nos sociétés, mais est peu impliquée dans les erreurs. Encore que, de ce point de vue-là, je suis là, pour moi, la CEDEAO a mieux fait que n'importe quelle autre organisation régionale africaine. C'est la seule qui finance un forum qu'on appelle le Forum ouest-africain de la société civile. C'est la seule qui donne dans son budget de l'argent des ressources africaines. Donc, si on veut que cette institution, en tout cas, regagne une place dans le cœur, ou que sa place dans le cœur des citoyens africains soit renforcée, il faut repenser les relations avec la société. Merci. Et de ce point de vue-là, je pense que, au-delà du fait de trouver des mécanismes où les gens pourraient, il faut d'abord penser à faire en sorte que les députés de la CEDEAO soient élus par tous les citoyens de la CEDEAO sur le territoire du pays. C'est-à-dire se trouver dans une situation où, au Sénégal, un Guinéen se présente au Sénégal et se fait élire député de la CEDEAO au sein du Sénégal. Parce qu'à partir de ce moment-là, il y aura vraiment un changement total dans la mentalité des gens pour voir comment cette organisation-là peut contribuer à faire en sorte que nos citoyens vivent ensemble. Merci. Le vivre ensemble, c'est la chose la plus essentielle qui soit dans nos vies. Merci beaucoup. Merci. Maintenant, nous allons écouter la voix des femmes, ce qu'elles pensent. C'est elles qui vont apporter les véritables changements, qui vont peut-être réconcilier la l'AES et ce qui reste de la CEDEAO. Parce que comment allons-nous vivre séparés l'habitat éternel? Merci beaucoup. Je remercie également les intervenants. Je remercie les intervenants. Aussi, je te remercie de m'offrir cette fleur cet après-midi, de venir échanger devant ce parterre d'auguste personnalités, composé d'universitaires, de chercheurs, de personnalités de haut rang, des anciens ministres, ambassadeurs. Mais moi, je suis restée un peu sur ma faim. Parce que durant toutes les trois communications, il n'a pas été évoqué la contribution des femmes ou bien la place des femmes dans ce schéma de refondation et de réforme. Ça vraiment. C'est pourquoi tu dis. Exactement. Je pense que Penda m'a appelé donc pour peut-être vous parler de cela. Mais vous me permettrez avant de continuer de saluer la commissaire Adèle Diop, qui a été notre commissaire en charge du genre et des affaires sociales de qui sont là. Donc, elle a connu la naissance des Especo, la mise en place des Especo et tout ce qui a été fait pour que cette organisation vraiment soit une organisation de pointe dans ce domaine. Merci, le commissaire. Mais au moment où le Sénégal s'apprête à diriger donc la commission de la CEDEAO, la question centrale, je pense, le risque qu'on pense, que il ne s'agit pas seulement de savoir si la CEDEAO doit se reformer ou se refonder la CEDEAO, mais avec qui elle le fera. Et avec qui, moi, je pense qu'il faut parler. Parce que nous sommes partis de trois constats. Ces constats qui ont été décrits ici.
D'abord, il y a une crise de légitimité au niveau de la CEDEAO. Il y a le retrait des États de l'AES, qui est un risque accru d'insécurité régionale, on l'a dit. Mais aussi, il y a l'exclusion persistante des femmes et des jeunes des espaces de discussion. Alun vient de dire que la force de la CEDEAO se trouve dans les jeunes. Mais je pense pas exactement. C'est ce qui a manqué. Voilà. Et ce qui m'amène à parler de 4 points. La CEDEAO, c'est une crise de légitimité. C'est une crise actuelle de légitimité, mais également cette crise, elle est institutionnelle, elle est sociale et elle est humaine. Les femmes subissent en première ligne les actions, les sanctions, l'insécurité, la rupture de la libre circulation des personnes et des biens. Mais est-ce que je pose cette question? Sans les femmes et les jeunes, notre fondation restera fragile. Au point 2, on a parlé de l'AES parce qu'on est interpellé, le RESPECO est interpellé. Le RESPECO est une organisation de la société civile qui a été créée en 2009 sous l'égide du commissaire Adrien Diop et du Centre de la CEDEAO pour le développement des gens, constitué de 5 États. Mais le RESPECO est amputé actuellement de ses membres 3 États, le Mali, le Niger et le Burkina, comme vous le savez. Mais nous, on a connu vraiment une déchirure parce que nos partenaires, surtout le Centre-Genre et les partenaires de la CEDEAO, nous ont donné l'ordre de ne pas intégrer dans le travail que nous faisons les États de l'AES. Et ça pose problème parce que c'est les femmes qui ont apporté beaucoup, surtout concernant la lutte contre l'extrémisme violent, la prévention des conflits. Donc, les peuples se perdent une partie de nous-mêmes. Mais il faut maintenir donc des ponts par ces femmes et ces jeunes. Les États de l'AES se retirent, mais les sociétés ne se retirent pas. Il faut le noter. Les femmes et les jeunes maintiennent les ponts et elles continuent à entretenir les liens par la médiation, par les liens communautaires, par la cohésion sociale transfrontalière. Elles sont aujourd'hui les derniers ponts vivants entre la CEDEAO et les États de l'AES. Ce que nous pensons. Au 3e point, nous avons parlé de transition politique de l'AES. Concernant cette transition politique, est-ce que cette transition peut se faire sans les femmes? Nous avons dans les États que nous avons parlé, le Mali, je pense, et la Guinée est toujours là, qui ont été nommés dans des postes de responsabilité au niveau de ces transitions et qui font un travail formidable. Nous avons évoqué aussi le problème d'exclusion, qui est une question d'instabilité, mais aussi d'inclusion. Inclure les femmes, c'est assurer une légitimité durable. En point 4, pour aller au plus vite, nous avons parlé du RESPECO et les organisations, et à travers le RESPECO, les organisations féminines régionales, telles que le RESMAP, telles que le REFALD. Le REFALD, c'est un réseau de femmes africaines qui travaillent pour le leadership, la paix et le développement. Mais aussi de Aulide de Roagel, le Roagel qui est une organisation de jeunes femmes et de femmes moyennes. Ces organisations, comme le RESPECO, sont des espaces d'intégration régionale féminine. C'est des outils de diplomatie citoyenne. On a parlé de citoyenneté ici. Les actifs de prévention et de consolidation de la paix sur toute la chaîne de la gestion de conflits. Mais aussi, la CEDEAO peut changer et survivre si elle accepte seulement de s'appuyer sur ce qui, en temps de crise, empêche nos sociétés de sombrer. Et que ces personnes, ce sont les femmes et les jeunes dont on a parlé tout à l'heure. La CEDEAO ne se refondera pas sans les femmes et les jeunes. Le retrait de l'AES a été un choc sécuritaire et social. Les femmes et les jeunes sont des actrices de stabilité régionale. Et pour aller plus vite, nous avons formulé quelques recommandations. Concernant l'AES, il s'agit de maintenir les liens avec le peuple, pas seulement avec les États. Les femmes et les jeunes sont les principaux médiateurs informels. Ça aussi, il faut qu'on l'intègre. Concernant les transitions politiques, il faut inclure les femmes et les jeunes dans ces transitions, les organes de transition, les dialogues nationaux,
les processus de réconciliation, de négociation pour une implication significative. Sur la CEDEAO, nous demandons le positionnement des organisations régionales, comme le respect, qui considèrent que l'avenir de la CEDEAO doit nécessairement passer par une approche inclusive, sensible aux gens, centrée sur une paix durable. Pour cela, il faudra institutionnaliser le rôle des femmes et des jeunes dans les stratégies de refondation, comme vous pouvez le dire, maintenir un dialogue structuré avec les organisations féminines de l'AES, inclure les femmes et les jeunes dans les transitions politiques comme gage de stabilité, soutenir les réseaux de femmes comme des acteurs de prévention de conflits. Passer, vous l'avez bien dit, je pense que beaucoup de personnes, et Penda l'a dit, par le suffrage universel dans tous les pays pour élire les députés et instaurer la parité au niveau du Parlement de la CEDEAO. Ça, vraiment, ça a été une demande forte des organisations de femmes que j'ai conclusé avant de venir. Créer une plateforme maintenant de femmes et de jeunes, AES CEDEAO, pour la paix, la sécurité, la cohésion sociale, portée par les réseaux régionaux comme le RESPECO et d'autres organisations. C'est la petite contribution et le point de vue que j'avais à donner sur Kerpa. Je vous remercie. Merci vraiment, Diabo. Je crois que le salut viendra de là. Le renouveau, le salut, les alternatives viendront véritablement du peuple. Et le peuple, ce sont d'abord les femmes et les jeunes. Et je crois que la volonté d'intégration que porte justement, et ces dynamiques qui sont portées par ces éléments de notre société, si on l'intègre dans toutes les propositions qui ont été faites ici, que ce soit chez M. Gallo, à lui, même auprès avec Ibrahima, et le débat de fond propose aussi notre premier intervenant, Pierre. Il y a la matière à réflexion et on voit véritablement ce qu'on devra faire si nous voulons en tout cas sauver l'institution, l'organisation, ainsi que, comment on appelle ça, l'avenir de notre sous-région. Quand il y a beaucoup de problèmes, des conflits, et quand j'ai entendu ce matin que les États-Unis avaient envoyé son représentant à Bamako pour définir véritablement la relation, le futur de la relation entre le Mali et les autres pays de l'AES et les États-Unis, je me suis demandé, écoutez, peut-être le moment est venu véritablement d'aller nous-mêmes positionner en tant que sous-région, en tant qu'Afrique, parce que s'il y a la lutte des grandes puissances dans nos pays, ce serait terminé de la CEDEAO. Nous devons sauver la CEDEAO en réaffirmant notre souveraineté sur cette région et en nous organisant autrement. Nous avons une liste d'intervenants. Nous allons d'abord écouter le général Matabo, qui est là. Yo. Il est là, oui, le micro baladeur. Voilà, madame. Oui. Voilà, je suis le général Moudar Diop. Je suis, donc, j'ai été ces 4 dernières années à la CEDEAO comme chef d'état-major de la force militaire de la CEDEAO. Mais auparavant, je voulais quand même demander ma grande autorisation du général, parce que dans les armées, on ne parle pas avoir le chef, donc moi, je demande votre intelligence, parce que la prochaine m'a tendu le micro. Lorsque je suis arrivé à la CEDEAO, donc, officier général sénégalais, venant d'un pays démocrate, issu d'une armée républicaine qui fait son travail, n'est pas politisé. Donc, j'ai découvert beaucoup de choses. Un bâtiment dossier a été augmenté parce que j'ai découvert des choses, disons, inédites, des choses que je n'aurais jamais cru que ce soit possible en Afrique. Organisation qui menace de porter la guerre chez un État partenaire.
Donc, il y a des dérives comme ça autour desquelles il faut se poser des questions. La première chose, c'est que on me dit, oui, c'est pas la CEDEAO, c'est les États. Mais c'est les États qui sont la CEDEAO. La Commission n'est pas la CEDEAO. La Commission est un secrétariat exécutif ou une commission qui exécute les décisions prises par les États. La CEDEAO, c'est les États. Donc, quand on dit, oui, c'est pas la CEDEAO qui a fait, c'est les États, mais les États, c'est la CEDEAO. Raison pour laquelle on a fait un travail avec Paris dans 10 ans à l'UNESCO pour comprendre les défis de l'État-nation face à l'intégration régionale. Et on a produit 15 publications, État à État. Essayez de comprendre pourquoi l'État du Sénégal, du Nigeria, du Mali, etc., rencontre des défis par rapport à son engagement vis-à-vis de l'intégration régionale. Et les défis que l'intégration régionale pose aux États, à des États souverains. Et ça, c'est à travers la recherche et le dialogue qu'on peut le comprendre. Mais on ne peut pas le comprendre si on part du postulat que les 15 États sont les mêmes et que le Nigeria va appliquer ce que le Cap-Vert va appliquer. Et donc, on va aller voir au Cap-Vert, on voit que ce n'est pas appliqué au Soudan. Mais la réponse au pourquoi, c'est doit précéder la prise de décision. Si on a 15 États différents, il faut partir de la réalité de chacun des États pour évaluer non seulement leur volonté d'intégration, mais leur capacité d'intégration et les contradictions qu'ils rencontrent dans leur propre pays pour mettre en œuvre le texte qu'ils ont signé. Sinon, dans 20 ans, dans 50 ans, on dira manque de volonté politique, c'est les États, etc. On sait tout ça que c'est au niveau des États. Bien sûr, parce que la CEDEAO, c'est les États. Ce n'est rien d'autre, c'est les 15 États. Maintenant, pourquoi tel État n'arrive pas à remplir ses obligations par rapport aux voisins? Ça, c'est une question de recherche et de dialogue. Et c'est pour ça qu'on a mis sur pied un institut qui s'appelle Institut de l'Afrique de l'Ouest, accompagner en permanence la CEDEAO dans son travail. La monnaie commune, Dieu nous en aide. Ça, moi, en tout cas personnellement, c'est un serpent de mer. J'espère qu'on ne va. De mer. J'espère qu'on ne va jamais mettre sur pied la monnaie commune, permettre à chaque État de prendre ses responsabilités, de mettre sur pied sa monnaie nationale et de gérer sa monnaie nationale dans le cadre de sa stratégie de développement économique. La monnaie fait partie importante de l'économie, du développement économique. Et chaque État doit assurer la souveraineté sur sa monnaie, son développement économique et ses choix stratégiques. Donc, j'espère bien qu'on la mettra jamais en place. Dernier élément, effectivement, il est parti, on assiste à un basculement du monde. Ça, c'est vrai. Disons que ce à quoi on est confronté maintenant, c'est l'aboutissement d'une période de 500 ans de suprématie blanche et de mentalité coloniale. Le monde est en train de basculer complètement. On l'a vu avec. Est-ce que. Pourquoi Trump a bombardé le Niger? Hein? Qu'est-ce que le Nigeria a fait à Trump? Il a eu le bombardé. Des chrétiens du Niger. Lui qui dit que le Nigeria, comme les autres Africains, ce sont des pays de mer. Et tout d'un coup, il envoie ses avions pour bombarder le nord du Niger, sous prétexte que les chrétiens sont morts.
Mais quand on analyse bien les deux choses, Trump a bombardé le Nigeria pour envoyer un avertissement au Nigeria à propos du pétrole. Parce que Dangote a construit la plus grande raffinerie de pétrole d'Afrique, ce qui coupe l'intermédiaire qui procédait au raffinage. C'est-à-dire que les Nigériens, au lieu d'exporter leur pétrole brut vers Miami et la Nouvelle-Orléans, avec des raffineries qui ont été conçues pour raffiner le pétrole du Niger. Donc, cet argent qui était payé par le Nigeria à fréter les bateaux pour organiser les raffineries, pour extraire ça. Cet argent est coupé parce que la production de pétrole est vendue à la monnaie, qui peut donc, à partir de sa raffinerie, alimenter toute l'Afrique de l'Ouest. Et après le bombardement fait par Trump, je ne sais pas si vous avez suivi ça, les Nigériens ont repris l'exportation du pétrole vers le Texas. Et Dangote a été obligé d'importer du pétrole brut. Du pétrole brut. Parce qu'il ne pouvait plus s'apprivoiser auprès avec du pétrole brut du Nigeria. Et ça, c'était Trump qui montre sa force et qui ne veut pas laisser un marché lui passer sous le nez. Et c'est pour forcer le Nigeria à revenir dans voilà. Donc, il y a un basculement du monde, il y a un gangstérisme au niveau de la direction des États-Unis, mais éventuellement, il va partir bientôt, mais pas. C'est pas dit, hein? C'est pas dit, d'accord. Justement, là où on entend la CEDEAO, c'est d'entamer une réflexion approfondie avec les centres de recherche de la région, avec les chercheurs de la région, pour réfléchir sur les implications de ce basculement du monde, qu'on puisse anticiper des deals et se préparer, parce que c'est le Far West. C'est le Far West. Donc, une dimension extrêmement importante de la CEDEAO, c'est ce rôle d'éclaireur, de recherche, de trouver des informations, de les analyser, de les comparer, de faire un dialogue et d'informer les États. Parce qu'à la tête des États, ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps de réfléchir, ils n'ont pas le temps de... Ils ont 1000 problèmes à régler tous les jours. Donc la CEDEAO, en fédérant les énergies des universités des 15 pays, ce qu'on a fait dans le cadre du projet de l'UNESCO, où on a travaillé avec toutes les universités de la région et les centres de recherche pour essayer de répondre aux questions qui se posent aux États qui veulent gérer, leur souveraineté, parce qu'ils ont été élus pour ça, mais de continuer à travailler dans le cadre de l'intégration régionale. Ils ne sont pas élus par la CEDEAO, ils sont élus par leur population qui attendent que des problèmes prioritaires soient mis en œuvre. Et chaque fois qu'ils devront choisir entre remplir les obligations qui découlent de leur promesse électorale et répondre aux exigences de la CEDEAO, ils feront le premier. Ils vont d'abord remplir les exigences nationales, et c'est normal. Donc c'est pourquoi les stratégies, les priorités de la CEDEAO doivent résulter d'une consultation, et je dirais pas d'une consultation. Je crois que chaque État membre de la CEDEAO doit développer sa stratégie d'intégration régionale. Donc, en redonnant l'initiative aux États, que chaque État fasse sa stratégie, et maintenant, au niveau de la Commission, ils veulent intégrer 15 documents stratégiques pour développer une stratégie pour la CEDEAO. Là, les États se sentiront plus responsables. C'est eux-mêmes qui auront défini l'agenda, plutôt que d'être tout simplement
sur la ligne de réception de ce qui est décidé plus loin. Le dernier point que je voudrais faire, effectivement, je pense qu'il faut aller plus loin que la réforme. Il faut aller vers la refondation de la CEDEAO. Parce que le monde a changé. Il a été déchauffé il y a 75 ans, il y a 50 ans. Entre-temps, il y a eu des ajustements structurels, il y a eu des conflits armés, il y a eu des États qui ont quitté. Il faut, à mon avis, vraiment resserrer la mission de la CEDEAO. La CEDEAO a trop de missions. Il faut donner ou laisser la sécurité à l'Union africaine. L'Union africaine a un comité de sécurité pour l'ensemble de l'Afrique. Il faut décentraliser ça vers la CEDEAO. Ensuite, la libre circulation. Maintenant, l'Union africaine a pris en charge cette libre circulation. Il y a déjà 20 États qui ont signé, c'est dans le rapport 2063, et ils en font une priorité. Donc, il faut laisser l'Union africaine s'en occuper. Chez nous, nous avons 15 États, mais il faut aller plus loin. On ne peut pas voyager au Nigeria en venant du Sénégal, et si c'est pour aller chez le voisin, on est obligé de faire une visa. Donc, c'est l'Union africaine pour gérer la libre circulation sur l'ensemble du continent. Merci. La monnaie unique, il faut laisser ça à chaque État. Parce que vraiment, s'il y a une monnaie unique, 15 États, et que chacune avec des stratégies de développement différentes, des taux d'inflation, je termine. Ce qui doit être prioritaire pour la CEDEAO, c'est l'industrialisation. Ça, c'est vraiment, sans industrialisation, il n'y a pas de développement agricole véritable. C'est l'industrie qui doit tirer l'agriculture par ce qui est nécessaire pour la transformation des produits agricoles, l'exportation et l'ajout de valeur ajoutée. Ce que la CEDEAO doit récupérer du net, c'est les infrastructures. Ce que la CEDEAO doit faire en plus de l'industrialisation, c'est l'harmonisation du capital humain et intégrer et harmoniser toutes les universités pour que les diplômes universitaires puissent être reconnus partout. Et ce qui doit être totalement digne de la CEDEAO, question de crédibilité des agences étrangères. Ça, vraiment, l'accepter. Et ensuite, d'être pensé à une adhésion non exclusive. On a des États qui sont membres de l'UEMOA et membres de la CEDEAO. On a des États qui sont membres de l'OMS et membres de la CEDEAO. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas avoir des États membres de l'AES qui se spécialiseraient peut-être dans les problèmes de sécurité et membres de la CEDEAO? Donc, il faut une sorte de politique d'adhésion qui soit en fonction des intérêts de chacun des États membres, qui doit adhérer ici pour nous. Merci Pierre, merci. Monsieur Diallo. Bon, merci. Bon, très rapidement, je voudrais dire que ma proposition n'était pas n'est pas assumer que la CEDEAO ne fonctionne pas. Je crois que ça fonctionne. Mais il y a des problèmes qu'il faut gérer et ces problèmes, il faut les gérer dans la longue durée. C'est pourquoi je pense que l'enseignement et la recherche doit être mise à la disposition des jeunes. On doit penser à la formation
et à l'éducation comme une manière de donner une continuité à une structure qui déjà a perdu une certaine crédibilité au niveau de. C'est pourquoi je crois que la gouvernance, la transformation des réalités doit passer nécessairement doit passer par la formation. Donc, c'est ça que je voudrais dire. Et là, dans ce cas, les espaces transfrontaliers doivent être mis en valeur, construire des universités qui sont gérées au niveau entre les pays. Je crois que ça va aider aussi à développer nécessairement les régions périphériques, les régions de frontières. L'expérience ou ce que je vois en Amérique latine, ce que j'ai vu au niveau de la triple frontière où il y a des infrastructures pensées pour permettre l'intégration régionale, je crois que l'éducation et la formation doivent être un levier que nous devons prendre en compte pour permettre non seulement à nous qui sommes ici, mais principalement aux jeunes générations de pouvoir prendre en conscience la nécessité d'une intégration permanente, d'une intégration qui est amicale, qui est économique, qui est sociale, qui est culturelle. Donc, nous sommes des mêmes pauvres et l'Afrique occidentale est pionnier dans l'intégration régionale. Donc, il faut maintenir ça et ça doit passer par l'éducation et par l'enseignement de l'histoire de la région dans ce sens. Donc, moi, vraiment, c'est ce que j'ai défendu, ce que je voulais faire entendre et je vous remercie une fois. Merci, Monsieur Barry. Diallo, s'il vous plaît. On donne la parole à Ibrahima. Merci. Alors, Pierre, tu dis que tu avais posé simplement une question. Mais en écoutant tes réponses, on a déjà une idée de ce que tu veux. On ne peut pas penser l'intégration en parlant de souveraineté. L'intégration, c'est un abandon de souveraineté. Le Sénégal l'a même mentionné dans sa constitution en disant que le pays s'engage à abandonner une partie de sa souveraineté pour l'intégration. Donc ça, je pense qu'il y a une certaine contradiction à ce niveau-là. On ne peut pas réfléchir à une région pour que les gens aillent ensemble et que chacun garde ses parties, ou bien on donne, ou bien on retient. Les expériences nous ont montré que même les pays qui ont essayé, demandez au Royaume-Uni aujourd'hui ce que ça lui a coûté, la sortie de l'Union européenne. C'est vraiment un pays qui est complètement cassé maintenant et qui essaie de se retrouver. Donc, je pense que c'est important qu'on travaille à une meilleure forme d'intégration, qu'on travaille à renforcer l'intégration sous-régionale et surtout l'intégration dans une région qui a déjà montré qu'il y a beaucoup d'avantages. Ce que j'ajouterais, c'est que il y a aussi, quand on parle société, il y a des bonnes pratiques qu'on pourrait emprunter des autres sociétés. Vous savez, si vous prenez l'Europe à l'heure actuelle, ce qui a renforcé l'esprit européen, c'est le programme Erasmus. C'est-à-dire mettre en place un programme où les étudiants vont aller vivre dans d'autres pays, dans d'autres sociétés, et apprendre de ces sociétés-là et voir comment fonctionnent ces sociétés. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de mariages, le nombre de... C'est ça qui renforce l'idée d'appartenance commune à une entité. Ça, vraiment, je pense que dans toutes les réformes qu'on va faire à l'avenir, on doit réfléchir à l'idée de renforcer cela. Comment faire en sorte que les jeunes, surtout, hommes et femmes, puissent voyager à l'intérieur de la communauté, vivre à l'intérieur de la communauté, travailler à l'intérieur de la communauté et créer cet esprit-là d'appartenance commune. Un dernier point que j'aimerais souligner aussi, c'est que quand on réfléchit sur la question de l'intégration régionale, la recherche a une place importante dans le développement de cela. Toutes les questions qu'on a discutées ici, pourquoi ces questions-là n'ont jamais émergé? Et c'est aucune de nos universités, et j'insiste là-dessus, aucune de nos universités
n'a un centre de recherche dédié à l'Afrique de l'Ouest. Aucune. Dans ces conditions-là, comment voulez-vous qu'on réfléchisse? Comment voulez-vous qu'on puisse donner à nos dirigeants des idées sur corriger tel problème ou tel? Vous ne pouvez pas voir. Il a parlé de l'Amérique latine qui crée même une université spécifiquement dédiée à cela. Il n'y a pas une seule université européenne qui n'a pas un centre d'études européen qui réfléchit sur l'économie, sur l'industrialisation, sur les autres. Et c'est comme ça qu'on peut former des gens qui ont les connaissances et qui pourront travailler pour faire avancer les choses. Donc ça, aussi de ce point de vue-là, il faut vraiment qu'on travaille à rapprocher les gens. Voilà, Moi, j'ai une seule forte recommandation à faire et je m'adresse à Adrienne, Madame la commissaire, et le professeur Ndongo, qui ont appartenu donc à la CEDEAO, c'est de nous aider à mettre en place cette plateforme CEDEAO-AES, parce qu'il faut impérativement qu'on se mette ensemble pour consolider les acquis que nous avons eus. La commissaire vient de nous décrire, de nous faire un bilan positif sur la CEDEAO. C'est vrai qu'il manque certains aspects, mais il faut conserver ce bilan-là, renforcer ce bilan, avancer ensemble. Parce que seul, on peut aller, vraiment, on va lentement, mais unis ensemble, on va beaucoup plus vite. Donc, on compte vraiment sur vous, sur Peace Consulting que vous avez mis en place et African Job Center également qui travaille sur cette question. Et avec le professeur Ndioro Ndiaye qui nous a mis le pied dans l'étrier concernant ces questions de paix, de sécurité, de gouvernance et de démocratie pour rassembler surtout d'abord les organisations de femmes de l'AES et de la CEDEAO. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Pour continuer dans la même mouvance que le professeur Ndiaye, je crois que peut-être les panélistes devront faire le résumé de leurs interventions et quand on a un résumé et surtout les recommandations, on essaiera de faire une synthèse. Peut-être que cette synthèse nous servira un peu de boussole pour la suite. Effectivement, toutes les propositions ici sont bonnes. Il faudra les intégrer, continuer le travail. Et puis, Pierre, ce serait très bien. Je vais carrément faire un texte appuyé dans la presse pour si ça très bien. Puis l'originalité des idées développées ici. Donc, je ne vais pas disons, résumer, mais je vais donner la parole quand même au président de séance pour pour donner la conclusion de cette réunion qui est une réunion fructueuse, une réunion très intéressante. Absolument. Excuse-moi, je voulais juste aborder le point sur le numérique et le digital. Nous venons de gagner la Coupe d'Afrique. Et si nous avons gagné ce combat, surtout face donc à la justice, c'est que nos jeunes ont été très, très actifs dans les réseaux sociaux et dans tous les pays qui nous ont soutenus. C'est important. Merci, merci beaucoup. Quand on veut faire du bien avec les réseaux sociaux, on y arrive. Mais quand on veut détruire, c'est merci. Merci beaucoup. Je pense que nous avons eu une soirée extraordinaire l'après-midi. Nous avons écouté des communications très intéressantes sur un sujet qui est crucial pour l'avenir d'une grande partie du continent africain, parce que l'Afrique de l'Ouest est quand même un gros morceau de ce continent et qui a fait des progrès énormes dans l'intégration. Mais si cette intégration régionale a été réussie à quelque sorte, c'est parce que nous avons une longue histoire. Et la CEDEAO n'est pas seulement la CEDEAO de 1975, mais c'est la CEDEAO qui est héritière de l'Empire du Ghana, de l'Empire du Mali et de l'Empire du Songhai, qui ont couvert l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Il ne faut pas oublier cela. C'est pour ça que nous avons confiance que les peuples de l'Afrique de l'Ouest ne laisseront jamais la CEDEAO mourir. Merci beaucoup. La séance est levée.